Bonsoir et merci à tous d'être venus et merci en particulier à Pierre. J'avais pour ambition en tant que président de l'Association des fonctionnaires internationaux français, d'inviter beaucoup de fonctionnaires d'autres nationalités, mais quand on a diffusé l'information qu'on avait Pierre Rabhi et on a envoyé juste un petit lien dans les réseaux sociaux, tout a été raflé en quelques jours. Il n'y avait plus de place pour les fonctionnaires qui travaillent ici autour. Donc, pour atteindre l'objectif, j'aimerais vous donner une mission. Chacun fait sa part. Vous devriez dire à un fonctionnaire tout le bien que vous pensez de Pierre Rabhi. Ou pour ceux qui ne le connaissent pas encore, vous le direz après, vous jugerez. Donc voilà, on a la grande joie en tant qu'AFIF de recevoir, d'organiser en fait un événement différent que ceux que nous organisons souvent autour de la fiscalité, de ce qui touche au portefeuille, et d'ouvrir un petit peu, de prendre de la hauteur et d'ouvrir notre cœur et nos oreilles à des perspectives différentes en lien avec les objectifs de développement durable qui sont un objectif qui a été fixé en 2015 pour 2030, après avoir eu des objectifs qui ont été fixés en 2000 pour 2015, qui n'ont pas été complètement atteints. Et Pierre a récemment écrit, je crois, un livre sur la convergence des consciences. Et donc, on l'a invité pour qu'il parle de ça. Et on a sauté sur l'occasion de l'Université du Four qui les recevait hier. Et donc, on demandera un peu de compassion pour, après la séance, de le laisser quitter et de ne pas l'inviter à trop d'événements tout de suite. Et trop d'activités, mais de se reposer parce qu'il a une longue journée, il a commencé à 9h. Et donc je vous remercie et je passe la parole à Karine qui a créé les colibris à Genève. Donc c'est plus des colibris en France, mais c'est des colibris en Suisse. Et voilà, donc on a fait ça ensemble. On avait un pari il y a 1 an et on est heureux ce soir que ça se réalise. Alors bonsoir à tous et à toutes surtout. Je vais essayer d'être brève parce que vous êtes venus là pour Pierre. Donc Colibri, c'est un mouvement qui est né il y a 10 ans en France sous l'impulsion donc de Pierre Rabhi et Cyril Dion. Cyril Dion qui a fait le film Demain que beaucoup d'entre vous ont vu, j'imagine, et qui essaye de trouver des solutions justement à un nouveau paradigme. On doit changer de modèle de société, c'est nécessaire, c'est une urgence. Et donc Colibri, l'association Colibri existe en France, le siège est à Paris, et différentes personnes se sont reconnues dans les valeurs de Colibri et ont eu envie de créer des groupes locaux sur leur territoire. Et c'est ce que actuellement il y a, je crois, 150 groupes locaux qui existent sur le territoire français. Et nous avons, pas toutes seules, mais avec d'autres, lancé le groupe local Colibri Genève. Voilà. Et nous essayons en fait d'être dans les actions, d'essayer de mettre en acte les idées véhiculées par Colibri. Je vais peut-être faire rapidement la petite légende parce qu'elle dure pas longtemps. Du coup, il pourra pas vous la raconter lui, c'est moi qui vais le faire. C'est la légende du colibri. Je sais pas si certainement que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et cette légende dit un jour il y a un incendie dans la forêt. Et tous les animaux sont là, atterrés par cet incendie, en disant mais qu'est-ce que je peux faire? Et dans cette difficulté, il y a le petit colibri qui est là et qui va chercher une petite goutte d'eau dans le lac et qui va la déposer sur l'incendie et qui fait des allers-retours comme ça avec une goutte d'eau à chaque fois, à la fois. Et le tatou l'observe et lui dit à un moment donné mais colibri, mais qu'est-ce que tu fais? Jamais tu vas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri, très fier, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part ». Donc l'important, c'est de faire sa part. Et si chacun d'entre vous faites votre part, on peut... C'est pas impossible. C'est pas impossible de changer le monde. C'est pas impossible si chacun s'y met. Voilà. Et donc voilà, on essaye d'organiser des actions et j'aimerais juste mettre en avant 3 valeurs qui me semblent fondamentales et qu'incarne Pierre et que nous essayons de tenir chez Colibri Genève. Ces 3 valeurs, ce sont le respect du vivant, respecter le vivant, sous toutes ses formes, respecter le vivant. On vient, voilà,
La cohérence qui est une valeur aussi fondamentale, essayer d'être en accord avec, il suffit pas de dire, il faut faire ce qu'on dit. Pierre incarne cette valeur fondamentale. Et encore, la dernière valeur, c'est une qui m'est très chère et que Pierre à nouveau incarne vraiment parfaitement, c'est l'humilité. L'humilité. On a perdu l'humilité. On vient de la terre. L'humilité, c'est la racine du mot humilité, c'est l'humus, c'est la terre. On vient de la terre. Respectons nos anciens, respectons la terre. Voilà, ça pour moi c'est vraiment fondamental. Voilà, je me tais, je laisse la parole à Pierre et à la fin vous pourrez poser des questions pendant vraiment un quart d'heure, quelque chose comme ça. Il pourra répondre à 3-4 questions, pas plus, on ne pourra pas faire plus, on essaiera de faire le maximum. Voilà, merci. Voilà. Bon, merci justement à Colibri, aux organisateurs qui ont fait que je suis là devant vous pour essayer non pas de vous enseigner quoi que ce soit, mais pour essayer surtout de témoigner, donner un témoignage, non pas sur des idées théoriques, puisque ça fait 55 ans que nous avons fait un retour à la terre avec ma compagne, que nous avons eu 5 enfants, et en Ardèche du Sud, pour ceux qui connaissent. Donc on a choisi un lieu, une région qui est très belle. Et là, nous avons posé nos pénates, mais ce qui était exigé, puisque nous n'avions pas de moyens, il fallait passer par un emprunt bancaire. Et pour passer par l'emprunt bancaire, on m'a dit, il faut que vous ayez, disons, une compétence en la matière. Vous voulez faire de l'agriculture, mais avez-vous une compétence J'ai bien été obligé de dire non. Et on m'a dit, bah écoutez, allez d'abord vous former et ensuite on rediscutera. Ce qui était logique, tout à fait logique. Alors pour me former, c'était suivre quelques cours élémentaires où je me suis trouvé doyen d'une école d'agriculture. J'étais le doyen des élèves, puisque je faisais un retour à la terre en tant que déjà père de famille ayant 21 ans, 22 ans, pour apprendre les choses. Et puis, ce qui était demandé aussi, c'est que je puisse avoir une compétence pratique, ce qui était aussi normal. Donc, j'ai été ouvrier agricole pendant 3 ans. Et pour obtenir d'un côté mon diplôme attestant que j'avais fait des études d'agronomie élémentaire, c'est basique, et de l'autre côté, les attestations de mes patrons qui évidemment déclaraient que j'avais fait la formation nécessaire pour acquérir la compétence. Seulement, le problème, c'est que c'est en immergeant dans ce monde-là que j'ai constaté que est-ce que l'agriculture qui nourrit les êtres humains est une agriculture adaptée à la réalité vivante, ou est-ce que cette agriculture détruit la réalité vivante? Et quand vous êtes ouvrier et qu'on vous dit d'aller traiter des arbres, ça veut dire utiliser des substances chimiques toxiques, les pulvériser en prenant la précaution de mettre un masque, de vous mettre vous-même à l'abri, et donc d'aller, disons, propager ces substances dans les vergers, dans les jardins, etc. Et donc petit à petit, comme j'étais ami d'un médecin, et c'était lui qui en fait nous avait aidé à venir nous installer dans le pays, ce médecin, eh bien, qui était un médecin de campagne, il était aussi au fait d'une réalité, c'est que l'agriculture, avec les traitements chimiques, etc., rendait les gens malades. Et les gens étaient malades souvent d'intoxication liée à ces substances chimiques. Donc j'avais les éléments de compréhension d'une problématique qui était l'agriculture. Alors, du coup, en conscience, je me suis dit, non, si l'agriculture c'est ça, c'est-à-dire agresser la vie pour en vivre, ça ne concorde pas, disons, avec l'idée que j'ai de l'agriculture en tant qu'activité nourricière et qui nous permet de survivre. Donc à partir de là, ça a été un énorme problème.
Et puis du coup, jusqu'au jour où mon ami médecin, qui était devenu médecin de campagne, il a servi d'ailleurs de modèle à des écrivains. Il partait avec sa 2 chevaux dans toute la campagne. C'était les Cévennes, vous savez. Les Cévennes, ce sont des montagnes. Il y a tout le temps des montagnes. À tel point que les Cévenols disent que nous habitons un pays dans lequel il faut que les chiens doivent s'asseoir pour aboyer. Parce que s'ils veulent pas partir. Bon, donc tout est pentu, tout est difficile, mais avec une organisation extraordinaire qui révélait finalement le génie humain et la capacité humaine. C'est-à-dire qu'on retient la terre, on l'endigue pour qu'elle ne s'en aille pas, et en retenant cette terre pour l'endiguer, on cultive dessus. Et dans l'ambiance générale d'un arbre tutélaire, le châtaignier, qui en fait était un grand nourricier du monde cévenol. Depuis des siècles, le châtaignier nourrissait le cévenol, et le cévenol s'occupait du châtaignier. Donc il y avait une symbiose d'existence qui faisait que ça donnait un caractère particulier au cévenol. Mais depuis, vous savez que les châtaigniers sont atteints par une maladie qui est en train de les décimer, etc. Donc à partir disons de ce départ, j'ai pu voir quelle était la réalité de l'agriculture, le milieu rural, la condition paysanne, l'évolution générale de la société. Et après avoir fait une expérience urbaine qui a été celle de vivre à Paris pendant 3 ans, né en Algérie, et en Algérie du Sud, c'est-à-dire dans la partie saharienne, désertique du Sud, dans une petite oasis du Sud, qui a été fondée par ce qu'on pourrait appeler un thaumaturge, c'est-à-dire un soufi qui prêchait la non-violence. Donc j'ai eu l'honneur de vivre de naître dans cet espace-là. Et vous savez que l'oasis, ça n'existe pas à l'état naturel. Ce sont les êtres humains qui organisent, au milieu d'un désert aride et difficile, et ben ils organisent des îlots de vie grâce à, évidemment, il faut de l'eau. Mais dès lors qu'on a de l'eau, eh bien on plante des palmiers qui à la fois sont nourriciers, mais qui à la fois servent de parasol, parce que nous sommes dans des biotopes d'une extrême chaleur, c'est-à-dire l'intensité du soleil est telle que tout brûle. Donc le palmier sert de parasol. Sous le palmier, on cultive des arbres fruitiers, et sous le palmier et les arbres fruitiers, on cultive donc au sol ce qu'on a besoin, les carottes, les navets, enfin tout etc. Et ce microcosme-là, et donc, il est totalement artificiel dans le sens où c'est pas la nature qui l'a fait, ce sont les êtres humains qui l'ont organisé. Et après, on apprend que les oasis, elles existaient depuis des milliers d'années chez le monde nabatéen, c'est le monde des populations primitives, des populations et des civilisations primitives de l'Orient surtout, et que c'est pas nouveau, et que c'est génial de faire pousser une plante parasol qui fait de l'ombre et qui permet finalement d'organiser la vie. Et autour de ce microcosme vivant, eh bien, les humains s'installent, vivent entre eux, créent leurs relations sociales, et cela en même temps qu'ils sont en rapport dynamique avec un autre monde, qui est le monde des nomades. Et le nomade, c'est celui et c'est le monde des dromadaires. Et donc le dromadaire est un animal vraiment disgracieux quand on le voit, avec ce long cou, etc. On peut pas dire qu'il soit très élégant, mais il est puissant, et il est disons d'une telle puissance qu'il s'adapte parfaitement à la précarité extrême de ce monde-là. Il est capable de ne boire que quelques jours, une fois tous les quelques jours. Il porte des charges très importantes, et cet animal-là, eh ben, c'est un auxiliaire extraordinaire, parce que c'est lui qui relie les oasis, transporte les marchandises, et on a donc cette vie, ces deux existences complémentaires,
celle des nomades qui se déplacent et qui explorent le désert et qui amènent les richesses du désert et participent aux échanges, les sédentaires qui produisent les produits vivriers tels que le blé, l'orge, etc. Et on a donc un système complet qui est en quelque sorte dans cette complémentarité permet aux uns et aux autres de vivre, et c'est une civilisation très particulière. Voilà. Alors c'est là-dedans que votre serviteur est né, en 1938. Et ma naissance a provoqué, paraît-il, une éclipse solaire. C'est pour ça que dès le départ, j'ai démarré quand même, voilà. Donc je suis né modestement dans une maison en terre, avec une femme, un père qui était génial. Il était forgeron, il était musicien, il était plein de génie. Sauf que moi, je subis un malheur terrible, c'est que ma mère nous quitte, mon frère et moi, alors que je n'avais que 4-5 ans. À ce moment-là, dans le même temps, comme nous étions colonisés par la France, eh bien, les Français explorent notre milieu et ils découvrent une matière qui est la houille, le charbon. Alors, comme elles découvrent le charbon, et que le charbon est un combustible utile, dont nous l'avions sous les pieds, mais nous ne savions même pas que nous avions cette matière sous les pieds, les Français donc exploitent cette matière, et ça amène quoi? Ça amène un bouleversement général de nos structures sociales. C'est-à-dire que les gens qui survivaient d'artisanat, de petite agriculture, deviennent des mineurs. Donc ils vont chercher du boulot et on les embauche à la mine, puisqu'on avait besoin, comme dans différents sites et différents lieux, de la main-d'œuvre humaine. Donc la main-d'œuvre humaine est drainée et prise localement. Mon père résiste un certain temps parce qu'il était forgeron et qu'il essayait de vivre de sa forge. Quand ça allait pas très bien, il est devenu horloger, et puis petit à petit, il a bien été obligé de se rendre à l'évidence, il n'arrivait plus à nourrir ses enfants. Donc le charbon l'oblige à aller voir la compagnie des mines et se faire embaucher comme mineur. Mais comme il était assez habile, adroit, connaissait la mécanique, même il lettrait en langue française, mais bien sûr un peu lettré en langue arabe et connaissant évidemment la culture musulmane, le Coran, etc., eh bien, il était assez astucieux pour comprendre très rapidement comment fonctionne un moteur. Et du coup, on lui confie de conduire ce qu'on appelle le locotracteur, qui traîne les wagons dans lesquels on entasse le charbon. Seulement, question fondamentale pour lui, mon fils, mes enfants, quid de mes enfants? Puisque la nouvelle culture advient, il faudrait qu'ils connaissent cette nouvelle culture, sinon ils vont être un peu les parias du nouveau système. Donc, ayant perdu ma mère, etc., il me confie à un couple de Français, un ingénieur et une institutrice sans enfants, et il leur dit, écoutez, je vous confie mon fils, et essayez de l'instruire. Apprenez-lui votre culture, mais attention, il doit rester musulman et surtout ne pas être changé, ne pas être dévoyé dans ce qu'il est, dans son essence culturelle, religieuse, croyance, etc. Mais voilà, je me trouve du jour au lendemain dans une situation assez compliquée, puisque je passais de ma famille traditionnelle musulmane, j'allais au Coran, j'ai appris le Coran, j'ai appris, etc. Et quand j'allais dans ma famille d'adoption, je me retrouvais dans un monde complètement différent. C'est-à-dire que je passais d'une vie conventionnelle aux brosses à dents, etc. Et puis l'autre chose, c'est que d'un côté, l'islam dit surtout ne mangez pas de porc et ne buvez pas de vin,
pas d'alcool et pas de porc, c'est impur, etc. Et puis quand je passe dans ma famille d'adoption, on se régale de saucissons. Ma mère qui était bourguignonne, elle était capable de siffler sa bouteille de vin sans aucun problème. Donc vous imaginez cet enfant qui est là. Enfin, j'essaye de m'imaginer en faisant abstraction de moi-même, c'est-à-dire que je me mets à la tête de l'enfant qui était là, obligé de vivre ces deux mondes, essayer de comprendre un petit. Alors, inconvénient, ça met mal à l'aise. Avantage, ça ouvre l'esprit. Et on dit finalement, il y a deux cultures, et ces cultures, dans l'une on dit une chose, dans l'autre on dit le contraire, etc. Les convergences sont là. Je vais à l'école coranique, eh bien c'est le credo du monde coranique, c'est que Dieu n'a pas engendré, n'a pas été engendré, il est transcendant, il n'a rien à voir avec l'histoire humaine, il est ahistorique, il n'a pas d'histoire, il est donc le créateur, mais qui ne fonctionne que sur son bon vouloir. Voilà. Et surtout, il n'a ni été engendré, ni engendré. Et de l'autre côté, on me parle du Fils de Dieu. Enfin, bon. Du coup, tout ça, très compliqué. Il a fallu... Bon, j'ai suivi quelques cours. J'ai été inscrit à l'école, bien sûr, française, pour apprendre les secrets de la civilisation moderne, etc. Et ce que je commence par apprendre, c'est que mes ancêtres étaient des Gaulois. Bon, c'était ça. Alors à l'époque, ça me faisait pas de surprise. Donc, mes ancêtres sont des Gaulois. Et moi, quand j'avais disons, la perception du Gaulois qu'on nous montrait sur des textes ou dans des textes ou dans des dessins etc. C'était le grand blond avec des grandes moustaches, etc. Ce qui est tout à fait mon prototype, vous voyez. Ouais. Et vous voyez, tous ces éléments ont vite mis en évidence qu'il y avait un quiproquo entre une civilisation qui se dit avancée et des cultures qui se disent attardées. Mais attardées par rapport à quoi? Par une logique que l'Occident a mis en place et qu'il considère que cette logique-là doit être la logique universelle. Ouais. Et à partir de là, vous ne savez pas que penser, puisque vous avez toutes ces contradictions. Et je me mets à m'intéresser aux philosophes. Je me suis dit, peut-être que les philosophes, eux, ils vont me donner une réponse. Alors je me suis mis à consommer du philosophe pour m'apercevoir qu'ils ne s'entendaient pas non plus. Personne ne s'entendait. Et puis, finalement, de guerre lasse, enfin, à un moment, je tombe sur des textes concernant Socrate. Et Socrate, vous savez qu'il y avait affaire à des sophistes. Les sophistes, c'était des gens qui faisaient de la logique philosophique, mais il était simplement dans la logique philosophique. Et puis, par contre, Socrate, il était en quête de la vérité. Il voulait la vérité. Il voulait pas simplement faire des discours et des contradictions pour triompher par une logique, écraser l'interlocuteur pour lui dire, tu vois, je suis au-dessus de toi, etc. Et donc, du coup, Socrate, je m'intéresse à Socrate beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait là quelque chose, une ouverture d'esprit qui était absolument extraordinaire là aussi, constater que Socrate, le credo de Socrate, c'était tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Moi, c'est ça. Vous finissez par. Alors, tout ça amène, bien sûr, fort bien, mais voilà. Vous constatez une société qui est basée sur le lucre, l'argent, la prépondérance de la matière. La matière prend le dessus sur tout. Un être humain qui était vaniteux parce il avait su trouver des machins, des machines, des techniques, et tout ça. Il était grisé par ses capacités scientifiques, capacités de triompher par des véritables prodiges technologiques, etc. Mais il était dans
l'orientation, disons, prométhéenne, c'est-à-dire on partait sur l'idée que l'homme peut parfaitement se débrouiller tout seul pour se promouvoir tout seul, organiser son histoire sur les bases qu'il aura choisies, et il n'a pas besoin de Dieu, aucun besoin. Donc l'homme triomphant. Et cet homme triomphant, donc, rentre dans un système qui est uniquement le système de la phénoménologie, qu'on appelle la phénoménologie, et il évacue toute idée d'un Dieu qui aurait été l'auteur de quoi que ce soit, et c'est la vanité de l'être humain qui dit, moi, je n'ai pas besoin ni de Dieu, ni de rien du tout, je suis tout à fait capable de faire de mon histoire une véritable réussite, et vous allez voir ce que vous allez voir, grâce à la pensée humaine, aux capacités humaines, on va instaurer un monde qui va être un monde différent de tout ce qui a existé au préalable, et puis on met en évidence une civilisation qui est fondée sur la combustion énergétique, et cette combustion énergétique rentre dans un on pourrait dire dans un paradigme particulier, c'est le monde de la combustion, donc d'où la technologie, le pétrole et toutes ces choses-là qui finissent par donner à l'homme une forme de puissance technologique, et cette puissance technologique lui fait rêver au point qu'il pense qu'il n'a besoin de rien d'autre que de son génie propre. Et à partir de là, on fonde la civilisation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. C'est-à-dire celle de la machine, celle de la technologie, celle de tous les prodiges scientifiques, celle de tout, et qui aboutit même, je dirais même, malheureusement, jusqu'à la bombe atomique. Et qu'aujourd'hui, nous avons la capacité, nous, êtres humains, enfin moi je suis pas concerné, mais enfin les êtres humains peuvent parfaitement aujourd'hui s'éradiquer, parce qu'ils ont, dans les inventions qui ont été pratiques pour leur évolution personnelle, il y a des inventions qu'on pourrait dire diaboliques. Parce que ces inventions qui ont été mises au service de la mort et de la destruction sont des inventions qui ont mobilisé, disons, le génie humain. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive à l'extrême de l'assurance qu'on pourrait avoir sur notre histoire. Est-ce que le monde actuel peut enclencher une guerre atomique? C'est pas impossible. C'est pas personne. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui maîtrise son destin? Non, parce que s'il y a plus d'électricité, pas de téléphone, pas de carburant, c'est l'effondrement de la société. Parce qu'on a tout fondé justement sur ces systèmes-là. Et puis on peut en rajouter beaucoup d'éléments qui ne sont pas des éléments qui sont garantes de la continuité humaine, mais qui sont au contraire de plus en plus mettre dans la menace de la survie humaine. Et tout rentre dans cette logique-là, et y compris d'ailleurs l'agriculture, par exemple, l'agriculture qui est l'activité qui a 10 à 12 000 ans, au moment de ce qu'on appelle la révolution néolithique, l'être humain, c'était un cueilleur, chasseur, pêcheur partout. Il en existe encore maintenant. Et après est venue l'agriculture qui a enclenché un nouveau rapport à la vie, c'est-à-dire que l'être humain peut intervenir en passant une convention avec la terre, une sorte de convention avec la terre. Il ensemence, il ne fait pas que récolter, il ensemence, et quand il ensemence, il fait pousser. Et quand il fait pousser, évidemment, il se nourrit et remplit ses greniers, mais il n'est plus dépendant de l'aspect aléatoire de sa survie quand il était cueilleur, chasseur, pêcheur. Donc là, il y a une évolution néolithique. Cette évolution néolithique amène, donc organise l'être humain à s'organiser sur le stockage de la nourriture, sur la survie par le stockage, par la culture. On ensemence, on récolte, on stocke. Et quand on a stocké, on est tranquille. Parce que je sais que mon grenier est plein, je n'ai pas besoin de me soucier de savoir si je vais trouver du gibier ou pas du gibier. Et ça, cette évolution s'accompagne d'un apaisement de l'esprit. Donc on est moins dans
tourment de la survie puisqu'on stocke et le stockage donne cette espèce de certitude que demain j'aurai de quoi manger et ça a contribué énormément non pas seulement à la culture culturelle, c'est-à-dire cultiver et se nourrir, mais aussi à l'apaisement de l'esprit, à la culture culturelle. Parce qu'on peut enfin réfléchir tranquillement sans être obsédé par la survie, etc. Mais aussi, il y a l'aspect positif, c'est ça. C'est-à-dire l'apaisement de l'être humain concernant sa survie, mais en même temps, la possibilité de déployer ses capacités dans d'autres secteurs. Malheureusement, eh bien, le stockage n'a pas été que positif, puisque si je stocke, je suis garanti de ma nourriture, donc je peux casser la figure aux autres. Et Jules César, s'il n'avait pas, disons, s'il n'avait pas la garantie de sa survie, de ses troupes et de tout ça, n'aurait jamais investi le monde, parce que pendant qu'il allait casser les pieds à tout le monde, le casse-croûte suivait. Donc, on est complètement assuré. Donc, ça a été d'un côté la libération de l'esprit, parce que on va vers ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire la spéculation, qui est une spéculation qui augmente notre capacité de perception du monde, parce que nous avons résolu le problème de l'obsession de la survie. Donc il y a un développement de l'intellect, etc. C'est pour ça qu'agriculture et culture sont associées, c'est pas pour rien. Et puis de l'autre côté, c'est l'antagonisme et c'est la violence par les conquêtes, où on va conquérir des terres, les terres d'autrui. Et donc, finalement, ça a été pour le meilleur et pour le pire. Voilà, l'agriculture, ça a été pour ça. Et depuis, dans l'histoire s'est déroulée un petit peu partout sur l'agriculture, la révolution néolithique, la révolution de l'agriculture, mais d'autres peuples sont restés à l'écart de ça. Et eux restent soit des cueilleurs, chasseurs, pêcheurs, soit des gens qui, en se rassemblant, créent une sécurité collective dans les villages, etc. Et tout cela, eh bien, on peut dire que c'est accompagné par une perception de la vie. Alors là, je parle pas de l'aspect simplement, disons, factuel, mais je parle de la représentation mentale. La représentation mentale, elle a été beaucoup définie par les religions. Et les religions, donc, ça a été finalement comment systématiser en quelque sorte la spiritualité, lui donner un espace de survie et du coup faire évoluer la spiritualité. Seulement encore là, hiatus, parce que tout le monde, la plupart des humains parlent d'un Dieu unique, c'est-à-dire transcendant, mais ce Dieu unique, évidemment, il crée en quelque sorte des cloisonnements et des divisions, parce que les trois religions du livre, comme on dit, les trois religions du livre, s'intéressent toutes, enfin, sont toutes reliées à la notion de Dieu transcendant et puissant, omniprésent, omnipuissant, omnipotent, enfin, etc. Mais ils s'entendent pas non plus, parce qu'il y a des interprétations multiples, et les théologiens, eh bien, se mettent tous à décortiquer la Bible pour essayer de dire chacun ce que la Bible lui suggère. Et c'est comme ça que, dès le départ, pour moi, il y a eu déjà un mauvais départ, parce que dans le monothéisme, dès le départ, s'il y a quelqu'un qui a fichu la pagaille, c'est bien Ève en croquant la pomme. Donc la femme est immédiatement accablée comme étant à l'origine du bazar. Et ça, on l'a mis dans l'esprit des gens. Alors j'ai parcouru toute la Bible. Chaque fois que vous rencontrez une femme, il faut qu'elle soit exceptionnelle, sinon douteuse. Et même et tout ça est rentré, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des choses anodines, mais c'est pas des choses anodines, c'est parce que c'est ce qui a structuré notre mode de pensée. C'est ce qui a structuré notre perception des choses, notre appréciation des choses, et malheureusement mal structuré. Ce qui fait que
on arrive à, même aujourd'hui, à une société où vous voyez bien les conflits spirituels, les conflits religieux, les conflits sont toujours là. Mais dans la philosophie, il s'était produit quelque chose qui a été nouveau, c'est qu'en fait, les philosophes, parmi les philosophes, il y a eu Karl Marx, il y a eu Hegel, il y a eu toutes sortes qui, eux, parlaient de en fait, évacuer complètement toute idée de spiritualité pour faire entrer la structure sociale, l'égalitarisme, etc. Et donc, c'est ce qui a provoqué cette comment dire, scission et division entre le communisme tel qu'il est et le libéralisme tel qu'il a continué. Et c'est par les philosophes qu'on est arrivé là. Voilà. Donc, du coup, tout ça a fonctionné bon an, mal an, jusqu'au jour où il y a eu comme vous le savez, des conflits d'une très très grande ampleur, c'est-à-dire les grandes guerres, celle de 70 qui a été un peu légère, mais celle de la guerre de 14 a été terrifiante, que d'êtres humains ont perdu leur vie pour une idéologie et pour un conflit qui en fait vraiment ne méritait pas tant de cadavres. Et on a tué, et on a perfectionné la façon de tuer. Ensuite, échec de l'Allemagne dans cette guerre, l'Allemagne un peu humiliée. Ça, ce sont mes interprétations que vous n'êtes pas obligé d'adopter. Vous pouvez parfaitement contester ce que je vous dis. Je vous dis, moi, voilà, vous me demandez de parler, je parle sur ma perception. Mais si cette perception ne vous convient pas, je suis pas là pour vous endoctriner. Je suis là pour susciter la réflexion et le débat, s'il le faut. Voyez. Donc ensuite, il y a la guerre effroyable qui a donné aux outils à tuer déjà dans un premier temps le plein pouvoir et où les êtres humains se sont massacrés entre eux. Ensuite, au lieu d'intervenir en disant il y a le vainqueur et le vaincu, mais il faut tendre la main au vaincu pour l'aider à se relever, on l'a accablé. Et ça a préparé une idéologie qui est l'idéologie du peuple supérieur, de celui qui va, en fait, et l'enclenchement de tout un système de réhabilitation qui a provoqué l'autre guerre. Voilà. Et ça n'a pas arrêté le Vietnam, enfin, tout le temps, motivé par des idéologies qu'on a mis dans le crâne des gens et qu'on a tellement endoctriné qu'ils ne pouvaient pas penser autrement qu'à partir de ces idéologies. Et quand je visite la France ou l'Allemagne et que je vois la quantité de monuments avec la liste des gens qui ont été sacrifiés pendant la guerre, moi je ne peux pas appeler ça une guerre. J'appelle ça un génocide. Et en particulier, ceux qui en ont le plus souffert, ce sont les paysans. C'est-à-dire que c'est les gardiens de la terre, ceux qui, pendant des siècles, ont cultivé la terre, l'ont entretenue, et l'ont entretenue avec une certaine beauté, une certaine élégance, avec des haies, avec vraiment une organisation de l'espace absolument magnifique, très savante, mais le paysan ne pouvait pas s'exprimer, disons, dans la langue conventionnelle avec les moyens conventionnels, mais cette sensibilité à la terre, protéger la terre, la cultiver, les animaux, la domestication, tout ça a fait une civilisation extraordinaire. Seulement le monde moderne a considéré toutes ces connaissances comme étant obsolètes, comme étant sans valeur. Pourquoi ? Parce que le pétrole, etc., et on entre dans une ère je ne sais pas si on dit le pétrolitique, enfin, je n'en sais rien, peut-être qu'il y a et du coup, voilà ce qui se passe. On dit voilà, la production doit être maintenant optimisée. Il faut de la performance productive. Et donc, si on maintient cette performance productive aux paysans, ça marchera pas. Mais par contre, eh bien, on va transformer le paysan en exploitant, et il va exploiter la terre. Il va pas
Il ne va pas la cultiver en bon père de famille, il va l'exploiter. Et toute l'organisation antérieure, les haies, tout ça, et tous ces paysages qui étaient absolument magnifiques, on rase tout. Et il est aussi aidé énormément dans ses gestes, dans ses transgressions, par la technologie. C'est l'ère on sort du cheval animal pour rentrer dans le cheval vapeur. Et le cheval vapeur, ben, si vous voulez, il a une efficacité diabolique terrible. Un tracteur, etc. On n'est plus dans la vision bucolique du paysan derrière ses bœufs ou derrière son cheval ou dans son travail à la mesure de ses efforts, dans cette organisation de la vie qui associe l'élégance, la beauté des choses à la connaissance. Et on a toujours dit les paysans c'est des ignorants, c'est pas vrai. Un vrai paysan est quelqu'un de savant. Seulement ce paysan, ce qui lui a manqué, c'est de traduire ce qu'il sait, c'est tout, de l'exprimer dans une langue académique et dans la langue. Il y a eu par exemple Olivier de Serres, par exemple, qui a expliqué, etc. Et du coup, on est rentré dans l'ère de l'industrialisation, a pris tellement d'ampleur que le cheval vapeur dominait tout, que la productivité est devenue un critère d'enrichissement, et du coup, la civilisation se modifiant, eh bien, on ne gagnait plus son pain, mais on gagnait son beefsteak, vous voyez, même dans l'expression, on gagne son beefsteak. Mais pour gagner son beefsteak, il faut donner à peu près presque une dizaine de kilos de céréales à un bœuf pour qu'il vous fasse 1 kilo de viande. Et du coup, tout ça est dispendieux, tout ça est fait, et on rentre dans l'ère de l'industrialisation, de l'agriculture, qui est une chose terrible. Parce que aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la terre a été beaucoup polluée, beaucoup dégradée, et puis tout ce qui en découle par rapport à l'environnement, l'utilisation des pesticides a induit des situations écologiques extrêmement graves. Et aujourd'hui, on peut constater moi je le constate sur notre propre ferme, nous on a appliqué évidemment l'agriculture écologique. Ce que je constate même sur notre propre ferme, c'est qu'il y a de moins en moins d'oiseaux. Les abeilles sont en difficulté. Il y avait des hirondelles, je n'en vois plus. Il y avait énormément d'escargots, je n'en vois plus. Et donc, il y a une réelle dégradation d'un système vivant par les pratiques humaines. Et le problème aujourd'hui, c'est est-ce que cet humain va comprendre que ces pratiques sont extrêmement préjudiciables à son avenir et à l'avenir de ses enfants, ou est-ce qu'on va continuer d'un côté les consommateurs qui demandent de plus en plus à consommer. D'ailleurs, je n'aime absolument pas qu'on m'appelle consommateur. Je n'aime pas ça. C'est une insulte. Je suis pas un consommateur. Je suis un être qui vit, qui a besoin de se nourrir. Mais vous voyez, comme l'être humain, on l'a transformé en consommateur. Et ce titre de consommateur est désobligeant. Parce qu'un être humain, il n'est pas là seulement pour consommer, il est là pour se nourrir, bien sûr, mais pas que pour ça. Et alors, ça a été l'explosion des caddies, des machins. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une nouvelle révolution néolithique, c'est celle de la cueillette. On pousse son caddie, on cueille, on faut se... Et puis ensuite, on sort et on dit « Ah, ces salopards de multinationales !» Mais mon vieux, tu viens de les nourrir, les multinationales. Tu viens de leur donner ton argent. Donc, tu peux pas... Et donc, cette incohérence, si vous voulez, qui vient du fait qu'on ne fait pas l'analyse globale de quel est le processus dans lequel nous sommes pris aujourd'hui. Et ce processus est extrêmement intelligent, mais machiavélique. C'est-à-dire, nous sommes dans une civilisation où on a supprimé complètement la satisfaction. On n'est jamais satisfait. Voilà, vous avez ça, il faut ça, il faut ça. Et l'être humain a été manipulé pour être insatiable et insatisfait. Et grâce à cette manipulation mentale, nous sommes toujours dans un sentiment du manque. Et nous ne comprenons pas que par rapport à d'autres peuples, nous sommes bien placés. À partir du moment où vous mangez à votre faim, vous êtes vêtu, vous êtes abrité, et vous êtes soigné, vous savez, vous avez l'indispensable.
eh bien, on n'est même plus là-dedans, puisque maintenant, ceux qui calculent en fait la productivité des pays dits prospères, il y a non seulement une productivité presque excédentaire, mais il y a une productivité qui est fondée sur le gaspillage. Il y a énormément de gaspillage. Il y a, paraît-il, 30 à 40% de la productivité du monde actuel qui sont du superflu. C'est-à-dire des choses dont on n'a pas vraiment besoin pour vivre, mais qui sont que du superflu. Seulement, ce superflu, il a un impact sur les ressources de la planète. Et un énorme impact sur les ressources de la planète. Non seulement c'est l'épuisement de plus en plus important des ressources, mais c'est aussi, on affame aussi des populations tout entières, parce qu'il y a évidemment des conventions entre le monde dit développé, le monde sous-développé, et tout cela, le monde sous-développé. D'ailleurs, la notion de développement, c'est quelque chose qui n'a jamais été clarifié, parce qu'on prétend qu'un pays est développé à partir du moment où il a, soi-disant, tout ce qu'il lui faut. Et même au-delà de ce qu'il faut, il est développé. Seulement ce développement, si chaque être humain de cette planète se développe comme s'est développé le monde développé, ben la planète dépose le bilan. C'est impossible. Pourquoi ce système tient? C'est parce qu'il y a des quantités d'affamés, des gens qui n'ont pas accès même. Alors on vous dit c'est parce que nous sommes nombreux. Ça n'est pas vrai. C'est pas parce que nous sommes nombreux qu'il y a la faim dans le monde et les problèmes. C'est parce que nous ne sommes pas équitables et qu'il y a une minorité humaine qui consomme au-delà de ce qui lui est nécessaire. Moi-même, qui essaye d'être... J'ai écrit un bouquin sur la sobriété heureuse. Moi-même qui essaie de... bon, c'est vrai que chez nous, ça serait le désespoir du cambrioleur. Il n'y a rien qui a vraiment une grande valeur. Tout ce que nous avons, c'est des choses utiles et c'est tout. Et en 2002, quand je me suis présenté aux élections présidentielles, on avait dit, bah écoutez, voilà, il faut maintenant aller vers la décroissance. La décroissance, c'est une théorie économique notamment de Monsieur Reagan et d'autres, qui était de dire le monde actuel moderne est dans une telle demande de croissance que l'épuisement est là, qui va vers l'épuisement. Et du coup, c'était une théorie pour dire il faut réduire cela. Et dans ma campagne électorale, peut-être certains, j'en ai parlé déjà peut-être, en 2002, on me dit il faut que tu te présentes aux élections. Donc, après des insomnies, je me présente, on crée un programme, etc. Mais on avait mis spécifiquement que rien ne changera si une catégorie humaine continue à être insatiable et prélève, au détriment d'une majorité qui, elle, a de moins en moins. Le plus en plus des uns, le plus en plus pour les uns, et le moins en moins pour les autres. Et jamais l'Europe ne se serait développée comme elle s'est développée sans les ressources du monde, par la voie de colonisation. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les ressources de tous les pays, avec malheureusement la complicité de leurs États. Moi, j'accuse beaucoup les États du tiers-monde qui sont tout à fait complices et consentants pour que l'Occident épuise les ressources qui sont légitimement les ressources des pauvres pour enrichir les riches. Donc du coup, ce déséquilibre, si vous voulez, crée ce qu'on appelle un tiers-monde. Et pourquoi le tiers-monde? Parce qu'il n'est pas à l'exemple de l'Occident qui, lui, serait développé. Et du coup, ce déséquilibre-là, mondial et international, eh bien, il génère une situation ambiguë. Et c'est pas pour rien qu'il y a aussi des violences. Parce qu'il y a des contentieux par rapport au passé, d'une forme d'humiliation d'un monde dit développé qui regarde les sous-développés comme vraiment des béotiens qui ne sont arrivés à rien. Et du coup, il y a une humiliation intérieure des gens. Et tout ça, pourquoi? Pour finalement être dans une société prospère, ce qu'on entend par la prospérité, et même au-delà de ce qu'on appelle la prospérité, puisque le monde dit développé produit 30 à 40% de déchets,
mais consomment de plus en plus d'anxiolytiques. C'est-à-dire qu'en fait, même l'abondance ne crée pas le bonheur. Elle ne crée pas vraiment le bonheur. Donc du coup, comme on n'est pas heureux, eh ben, on consomme des anxiolytiques, on consomme des stars, on consomme tout ce qu'il faut pour fuir la réalité à tout prix. Et puis, entre-temps, ben, on a créé une civilisation dans laquelle eh ben, il y a, si vous voulez, moi, ce que j'entends par incarcération humaine. L'incarcération humaine, parce que je dis que dans l'itinéraire d'un être humain, il est incarcéré à vie. Parce que de la maternelle à l'université, il est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, vous savez. On y va comment? Bah, dans sa caisse. Et vous avez la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Voilà l'itinéraire d'un être humain dans le monde moderne. Voilà. Et après, on n'a pas eu le temps d'admirer la vie, d'admirer les beaux paysages, d'admirer les beaux couchers de soleil, les beaux levers de soleil, même à tel point que nous, quand nous nous sommes installés à la Terre, donc en 1961, nous avons pris une ferme qui avait ni électricité, ni téléphone, ni rien du tout. C'est parce que je devais faire un emprunt au Crédit Agricole et le Crédit Agricole me dit maintenant d'abord aller apprendre le métier. Et quand je leur décris la ferme que nous avions trouvée, j'ai bien été obligé de dire pas d'électricité, pas de téléphone, le chemin à peine praticable parce que j'avais une vieille Juve A4, vous savez, qui avait pitié de moi, qui m'emmenait d'un lieu à un autre parce que je faisais de l'acharnement thérapeutique sur toutes les voitures qui étaient vraiment en fin de vie. C'était ce que je pouvais acquérir. J'avais un petit peu de connaissances mécaniques dont je me débrouillais, etc. Et du coup, voilà, un lieu. Alors, quand au Crédit Agricole, on m'a dit, mais pourquoi diable vous vous installez dans ce lieu invivable? C'était très difficile de leur dire, vous savez, je m'installe dans ce lieu invivable parce que il est beau. La beauté, on s'en fout aujourd'hui. D'ailleurs, à tel point que il y avait, quand on allait couper des arbres avec beaucoup de circonspection pour nous chauffer, il y a une année où c'est un ami qui discutait dans un bistrot et j'entends, je dois faire mon bois, couper mon bois et je suis tout seul. Alors, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, je me tourne vers lui et je dis, moi aussi, je dois couper mon bois et je suis tout seul. Est-ce que ça serait pas intelligent que j'aille vous aider et que vous veniez m'aider? Ah, dit oui, ben, tout de suite. Et il n'était pas question de tronçonneuse. C'était tout manuel. Donc, on établit une espèce de convention selon laquelle il me donne une semaine de travail et je lui donne une semaine de travail. Et on commence, etc. Et un soir, on a bien travaillé toute la journée, etc. Le tas de bois est très beau, on est tout à fait fiers de nous, satisfaits, etc. Et le soleil se couche dans une paix extraordinaire, dans cette couleur des arc-en-ciel magnifique. Et sur ce coucher de soleil, un arbre s'est découpé. Comme c'était l'hiver, il n'avait pas de feuilles. Et donc, c'était une dentelle sur le paysage. Et ça ajoutait une beauté extraordinaire, cette paix du jour qui s'assoupit, ce silence et cet arbre magnifique qui se découpe. Pour moi, j'étais vraiment en extase, disant qu'est-ce que c'est beau. Et bien ça, c'est très important. Et alors je dis à mon ami, je suis en train d'apprécier le paysage et je lui dis, il s'approche de moi et je n'ose même pas parler. Et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Quiproquo parmi d'autres. Mais l'exigence selon laquelle nous sommes nés sur une planète qui est belle et que nous devons revendiquer de jouir de cette beauté, effacée. Il faut la rentabilité, la montre.
produire. Et produire. Et du coup, l'être humain est réduit à être un producteur et consommateur. Et du coup, en étant producteur-consommateur, il fait tourner une machine infernale, planétaire, qui certes, il ne faut pas renier le progrès qu'on a pu acquérir, mais ce progrès, chèrement payé, et en particulier dans une dérive qui est extrêmement préjudiciable à l'humain et à la nature, et qui risque de très mal finir si on ne fait rien. Alors pendant toutes ces choses-là, je pratique ce qu'on appelle l'agriculture écologique ou l'agroécologie. Et puis, une fois que nous-mêmes, dans notre famille, on s'en est sorti, donc le pari, c'est même pas un pari, le fait de travailler dans une ferme modeste et d'en vivre et de faire vivre ses enfants est réussi. Grâce à un troupeau de chèvres, le fromage, les fruits, etc., etc. Et à ce moment-là, se pose la question, qu'en est-il du tiers-monde? Alors, je m'affilie à une association qui s'appelait le CRIAD, Centre de Relations Internationales entre agriculteurs pour le développement. Et là, on me dit, voilà, il y a un pays dans lequel il y a une demande importante, c'est le Burkina Faso. C'était le Burkina Faso qui était encore la Haute-Volta. Et puis j'y vais en tant que paysan sans frontières. Et là, je constate une situation très particulière qui est celle de ces paysans qui ont été en quelque sorte dévoyés de leur capacité à se nourrir pour en faire des paysans producteurs intégrés au modèle. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Écoute, c'est bien joli de cultiver ta terre pour te nourrir, ton troupeau, etc. Mais maintenant, il faut que tu produises pour gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent? Tu vas produire des produits exportables. Le coton, les arachides selon les pays, le cacao, etc. Et tous ces paysans qui jusque-là donnaient une grande partie de leur temps à se nourrir directement avec un courage extraordinaire des femmes aussi, eh bien ces gens-là sont orientés sur la culture exportable, c'est-à-dire qu'on les fait rentrer dans la logique de l'argent, dans la logique de la rémunération. Les coopératives s'organisent, les paysans disent, moi, là, les engrais, je ne sais pas comment les acheter, c'est pas un problème, on t'avance les engrais, quand tu as récolté, tu amènes la récolte, on te paye ce qui te revient, déduction faite de ce qu'on t'a avancé comme intrants, des engrais, les pesticides, etc. Et voilà, les paysans engagés dans la loi du marché et fragilisés par un système odieux qui en a fait des producteurs des produits exportables, soumis à des gens de leur propre pays, qui étaient des gens malhonnêtes, et qui les ont engagés en alliance avec le système international, qui lui, collecte le plus possible la productivité humaine. Elle est donc confisquée, et avec cette productivité humaine, de gens pauvres, mais pas misérables, étaient pauvres mais pas misérables, eh bien c'est comme ça que des richesses colossales se sont construites, et l'Afrique, qui est un continent immensément riche, eh bien c'est là qu'il y a des problèmes alimentaires, d'insuffisance, etc. L'Afrique n'est pas pauvre, c'est pas vrai. Ce qui a appauvri l'Afrique, c'est le mode de gestion de l'exploitation du pays par des castes limitées. Et ces castes limitées, eh bien, eux ont bénéficié du travail collectif, se sont enrichis, sont allés s'acheter des trucs à l'étranger, etc., etc., au détriment d'une société paysanne qui, elle, s'est trouvée asservie à une caste qui est inassouvie, et c'est comme ça que le déséquilibre s'est fait. Et du coup, ce déséquilibre, il s'est fait non seulement au plan financier, mais il s'est fait au plan écologique, parce que les terres qui étaient cultivées relativement correctement. Ça ne veut pas dire que le paysan a toujours été sage
dans la façon dans la façon de gérer son milieu, mais il y avait quand même une gestion qui pouvait perdurer. À partir du moment où on a fait rentrer les paysans dans la règle et la loi de l'économie, de pseudo-économie internationale, eh bien, ils sont de plus en plus déconnectés de leurs travaux directs de survie. Et à ce moment-là, déséquilibre généralisé, les villes grossissent, si on peut appeler ça des villes, c'est-à-dire des agglomérations de plus en plus grandes de populations qui, en déshérence, qui viennent de la brousse, qui viennent de la forêt, qui viennent d'ailleurs pour grossir les villes. Les villes grossissant, eh bien, il y a nécessité de nourrir les populations. Et il y a nécessité, par exemple, d'utiliser du combustible, etc. Donc les paysans restants dans la brousse, qui sont dans le système traditionnel, se sont mis à se dévouer au système financier, au système du gain financier, etc. Et du coup, ça a enclenché un système, une logique de la productivité et beaucoup de conséquences graves, puisque en produisant de cette façon-là, les villes, il faut les alimenter, et ça a enclenché disons, le déboisement. Ça a accéléré le système de déboisement pour alimenter de plus en plus de populations concentrées dans les villes, de plus en plus de production pour les nourrir, et ainsi on est arrivé donc à un phénomène qui est un phénomène qui est très difficilement réversible. Et quand vous avez ça, il y a dénudement de l'espace, c'est-à-dire que les arbres disparaissent de plus en plus pour alimenter les villes. Il se passe, une fois qu'il y a débasement, il se passe un phénomène qu'on appelle l'albédo, ou d'autres termes, c'est-à-dire la surface du sol devenant claire puisqu'il n'y a plus rien pour attirer le rayonnement solaire. Vous savez, si vous faites un capteur blanc, ça ne marchera pas. Il faut faire un capteur noir. Donc, comme l'espace se dénude, vous avez la chaleur qui se réfracte dans l'atmosphère, et il se passe dans l'atmosphère réchauffement de l'atmosphère, et le réchauffement de l'atmosphère s'oppose à la condensation, qui est une nécessité. Donc de moins en moins de condensation, et de moins en moins de condensation, ça veut dire de moins en moins de pluie, et la sécheresse s'installe. Et quand parfois il y a des conjonctions météorologiques qui aboutissent à des pluviométries relativement fortes, ces pluies tombent violemment sur des sols dénudés, donc déstructurés, et c'est l'érosion. Et c'est l'érosion des sols. Donc, et le tour est joué. Vous voyez ? Est-ce que je me fais comprendre ? Je ne sais même pas si ça vous intéresse, je ne sais rien. Moi, je dis mon truc, ma foi, peut-être que ça vous... votre écoute me rassure, mais je me dis, est-ce que je les endors ou bien est-ce que je... Donc voilà, c'est des problématiques qui sont extrêmement graves et qu'il faut vraiment bien comprendre pour savoir quels sont actuellement ce qui se passe dans le monde, le déséquilibre, non pas seulement nord-sud, mais finalement l'être humain est en train de s'éradiquer lui-même parce qu'il est de plus en plus en transgression par rapport aux lois de la vie. Voilà. C'est ça que je disais l'autre jour, l'enquêteuse journaliste sur l'eau vient me demander mon avis sur la problématique de l'eau. Je suis obligé de lui dire, madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Voilà. Mais ça, on est loin. On pense qu'on est, nous les humains, au-dessus de tout. Non, nous sommes les enfants de la nature. Et c'est pour ça que l'écologie, ça doit pas être un parti politique. J'ai mon ami Hulot qui est dedans, etc. Il essaie de faire ce qu'il peut. Mais ça ne doit pas être un parti politique, l'écologie. L'écologie, ça doit être une conscience fondamentale et qui devrait être apprise à l'enfant des tout petits. Mon petit, tu dépends de la nature. Apprends à respecter la nature parce que c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te maintient en vie. Là, on partirait sur quelque chose qui n'est pas, disons, réductible à une opinion de gauche, de droite, ou positive ou négative. On est au cœur même de la vérité. Et cette vérité-là, on l'édulcore. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut évidemment pas gêner le système.
Alors on organise des rencontres internationales avec beaucoup de trucs, mais c'est du pipeau tout ça. C'est du pipeau. C'est simplement pour dire aux gens, ben, continuez vos prédations, vos dégradations. Ah, on s'occupe de la nature. On a une rencontre annuelle, s'occupe de la nature. Vous voyez, le grand truc où on se rencontre, mais pour rien. C'est un pétard sec, mouillé, rien. Est-ce après ces rencontres, il devrait y avoir des résolutions extrêmement fortes. On dire il faut des décrets internationaux pour imposer, pas seulement laisser, un certain nombre de critères qui sont destinés à la survie de la nature, donc à la survie collective. Et au lieu de cela, il y a les pillards, ceux qui continuent à faire de l'argent avec les éléments de la nature, évidemment au détriment de nous tous qui ne pourrions pas vivre sans la nature. Alors il y a tout un tas de fantasmes sur l'homme augmenté, le machin, les trucs. Enfin, c'est de l'amusement, c'est immature. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'humanité, c'est la maternelle moins l'innocence. On est dans des tas de fantasmes comme ça, qui passent pour s'amuser, en croyant qu'on est savant, qu'on va donc... mais savant de quoi? Bien sûr, il y a des connaissances scientifiques louables dont on a besoin, et il faut pas les amoindrir. Mais quand on rentre dans un système prométhéen d'une science qui n'arrête pas de donner à l'être humain l'illusion qu'il domine et qu'il est le meilleur, et que, etc., ça c'est une illusion. Sans compter qu'en plus, ça aboutit quelquefois à des tragédies. La bombe atomique, c'est complètement inintelligent. C'est pas intelligent de faire des bombes atomiques, des fusils, des machins, des trucs pour détruire. Eh bien, au lieu de cela, les budgets dits militaires sont considérables et les budgets destinés à restaurer la planète, qui serait simplement 5% de ce qui est consacré à la destruction, on ferait des choses énormes. Moi, je me sens aujourd'hui, par l'expérience, capable, c'est ce que nous voulons d'ailleurs engager, c'est que les populations qui sont dans des situations de difficulté puissent se mobiliser pour restaurer leur milieu. On a un projet, cela. On a créé un fonds de dotation, en plus des autres structures, Terre-Humanisme. Terre-Humanisme, c'est la structure de formation des paysans à l'agriculture écologique. Il y a le monastère de Solans, ce sont des femmes orthodoxes que j'ai aidées à organiser. Elles venaient d'acquérir un domaine et je les ai aidées donc à l'organiser. Vous avez Colibri, vous avez entendu parler de Colibri. Tout à l'heure, on en a parlé. Donc, le fameux... nous sommes en train de lancer aussi un mouvement qu'on appelle Femmes semencières, c'est-à-dire mobiliser les femmes à la sauvegarde de la semence, parce qu'il y a les 3/4 des semences transmissibles depuis des millénaires ont déjà disparu. Vous voyez, on a bien sûr le centre créé dans la zone marocaine qui est en train de se développer, et nous avons l'intention de continuer. Et ce que nous avons aujourd'hui en projet, à partir donc des financements que nous pourrons collecter avec notre fonds de dotation, eh bien de multiplier les villages prototypes dans lesquels on instaure l'écologie intégrale et qui prendra la population tout entière formée, engagée à restaurer son propre milieu et donc à créer des prototypes écologiques reproductibles. Nous sommes là-dedans. Nous formons, si vous allez sur Internet, vous verrez toutes les structures que nous avons créées aujourd'hui, qui sont toutes des structures dédiées à la nature et à l'homme. D'ailleurs, toutes nos structures s'appellent Terre-Humanisme pour la plupart. Pourquoi humanisme? C'est parce qu'il faut éradiquer l'humanitaire. Je ne suis pas à amoindrir les gens qui généreusement vont aider les populations du Sud. Mais malheureusement, on se trouve dans le système pompier-pyromane. Et c'est pas amoindrir en quelque sorte la volonté, le cœur des gens. C'est ça, je suis très reconnaissant à ceux qui veulent faire des soins. Mais en réalité,
nous sommes dans le système pompier-pyromane. C'est-à-dire qu'on dégrade un milieu, on dégrade une situation, et puis ensuite on vient, comme nous avons bon cœur, on vient avec des sacs de riz pour sauvegarder, pour soutenir les populations. Mais non, c'est pas comme ça. Nous sommes toujours passés sur une population doit se nourrir par elle-même, et en introduisant l'agriculture écologique, on les libère des engrais chimiques, des pesticides de synthèse, on les libère de tout ce qui leur coûte très cher et qui leur permet qui finalement les endette pratiquement à vie, pour leur donner la liberté par les pouvoirs de la nature elle-même. Ben ça s'appelle l'agroécologie. Et cette agroécologie, non seulement intervient, elle a deux aspects, l'aspect agricole, donc de production, et l'aspect écologique, qui intervient dans les domaines, justement, de restauration du milieu, des sols, reforester, équilibrer le rapport des animaux avec l'agriculture, et tout ça fait partie des stratégies que nous mettons en place. Et mon rêve, avant de quitter cette réalité, ça serait qu'on puisse réaliser des villages à écologie intégrale. L'autre élément qui est indispensable, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une désertification économique, désertification sociale. Par quoi allons-nous remplacer le système qui a produit des salariés, qui les a pris en charge? Ce système lui-même ne peut pas. On est aujourd'hui dans le secourisme social, avec des dispositifs particuliers qui viennent au secours des gens qui sont exclus, mais ça ne pourra pas durer si on ne crée pas les richesses. Et on est dans un système qui, tout en créant des richesses, crée aussi les gens des choses à vendre, crée aussi des gens qui ne peuvent pas acheter. Donc je vois vraiment pas où est la logique. Donc il faut rentrer dans une logique où la simplicité, c'est-à-dire la sobriété, rentre comme facteur décisif pour l'avenir. La sobriété, il ne faut pas la considérer, c'est pas du tout serrer la ceinture. Non, c'est véritablement une option qui est une option d'une très grande puissance. Et il n'y a que par la sobriété qu'on arrivera, parce que le toujours plus, c'est fini. Et donner une valeur à la sobriété, c'est très important. C'est pour ça que dans ce désert social, les oasis, la sobriété, j'ai la joie de voir le premier prototype d'oasis, c'est ma fille qui l'a réalisé. Ça s'appelle le Hameau des Buis, qui est un collectif de gens qui se sont rassemblés et qui ont créé leur maison alternative, évidemment, avec une architecture alternative, et ça crée de la réciprocité, ça crée du rapport social dynamique pour les uns et les autres. Parce que le chacun pour soi ne fonctionnera pas. Le collectif a fonctionné avant notre système. Mais comment allons-nous vivre si chacun pour soi? Par contre, quand des gens se rassemblent, ils amènent leur énergie, ils amènent leur savoir, leur savoir-faire. Et à ce moment-là, il n'est pas géré. Je donne mon savoir et on me donne un salaire. C'est géré, je donne mon savoir pour le collectif et je reçois du collectif ce qu'il me faut. C'est peut-être complètement déjanté, mais je suis persuadé qu'on sera obligé de repasser par là quand le salariat sera arrivé au bout de ce qu'il peut produire, d'autant plus que ce salariat, il va être éradiqué par l'organisation internationale, et l'organisation internationale va amener finalement la concurrence internationale. Et donc, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? La mondialisation, elle a comme caractéristique tragique, c'est qu'un peuple appauvrit un autre peuple. À partir du moment où vous amenez des bien moins chers, vous rentrez dans une concurrence internationale, et cette concurrence internationale confisque aux populations la capacité de vivre par eux-mêmes. Si nous restons dans le système financier, mais si nous sortons du système financier en disant la priorité, c'est qu'on se nourrisse, donc travailler la terre, qu'on puisse être habile de nos mains, donc moi je me vante pas, mais c'est ce que j'ai fait.
faire nos meubles, restaurer notre maison, faire par nous-mêmes le maximum de ce que nous pouvons faire, eh bien, on rentre dans une forme d'autonomie, d'action, on réduit la dépendance, mais on réduit la dépendance par le fait de la compensation par la réciprocité. Vous savez faire quelque chose, vous le faites pour moi, je sais faire quelque chose, je le fais pour vous, on n'a rien à débourser. Mais c'est la réciprocité. Et ça, c'est l'avenir. J'ai écrit aussi un livre que j'ai appelé La puissance de la modération. C'est-à-dire la modération comme mode de vie qui est dynamique, qui répond à nos nécessités, mais qui n'implique pas de dépenses exorbitantes. Modération comme puissance face au toujours plus indéfini. Parce que ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que toujours plus, on est à ce niveau-là, on veut plus, et on veut plus, et on veut plus. Ça peut pas marcher. Alors, à quel seuil allons-nous être satisfaits? S'il n'y a pas de satisfaction, donc c'est un être humain qui est manipulé à ressentir constamment le manque. C'est ça ce que c'est faire la publicité. La publicité, elle vous dit pas, vous avez ce qu'il faut, soyez content. Ah, c'est ce que vous n'avez pas. Voilà. Moi, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui me manque, quoi? Je regarde, j'ai une télé pour regarder Colombo, vous savez, des choses comme ça pour me distraire. Et puis on arrête le tout, on dit, ah, mais monsieur, mais voilà, vous n'avez pas ça, mais c'est pratiquement, ils veulent me faire honte de n'avoir pas telle chose. Et au lieu de me dire, une tronçonneuse, ça a tel avantage, etc., on me montre une jolie femme qui présente la tronçonneuse. Alors je me dis, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis je choisis la femme ou je choisis la tronçonneuse? Vous voyez, toutes ces manipulations sont une forme de perversion qui interviennent pour crétiniser les gens. Et crétiniser les gens, alors là, on est gagnant. Parce qu'en fait, on lobotomise, on ne réfléchit plus, on n'analyse plus, on ne prend pas en charge sa vie à soi pour l'organiser selon ce que nous entendons par vivre. Finalement, qu'est-ce que vivre? Et on arrive à une civilisation où la question, existe-t-il une vie après la mort? Chacun a sa thèse, les uns pensent que oui, les autres pensent que non, les autres sont athées, les troisièmes sont ceci et cela, mais ben voilà, il y a la réincarnation, et les autres nous disent, mais c'est pas la réincarnation, c'est autre chose, mais personne ne sait rien. Ce sont des hypothèses auxquelles on s'accroche, parce qu'aujourd'hui, dans le monde difficile, il faut s'accrocher à une hypothèse qui semble être réaliste. Mais rien, absolument rien ne vous garantit que l'hypothèse à laquelle vous vous accrochez est la vérité. Par contre, la vérité, on peut l'exercer dans la vie elle-même. Donc tout ça fait partie d'une manipulation générale du système humain qui a été habilement, confisqué. On a confisqué le mode de pensée, on a créé des idéologies. Ces idéologies deviennent des sortes presque de systèmes religieux. On s'y accroche. Et puis voilà. Et puis voilà, le temps tourne. Et quelquefois on dit que le temps passe, mais non, c'est nous qui passons. Le temps ne passe pas. C'est nous qui passons. Chaque jour, il y a une déduction sur la vie de Pierre Rabhi. Un jour de moins, un jour de... Bon, s'il y en a qui ont le bras long, il faudrait qu'ils, là-haut, ils mettent mon dossier en dessous de la pile pour que je serai généreux avec la personne qui fera ça. Mais en fait, bon, ben, on est là dans un système qu'on essaye de rafistoler parce qu'on ne sait pas le sens, etc. Mais le sens, c'est là où le rapport à l'écologie, donc au retour aux certitudes de la vie par l'écologie, sont la seule garantie. C'est tout. C'est pas aujourd'hui l'eau est polluée, la terre est polluée, les semences disparaissent, vous avez l'air qui est pollué, tout se pollue et puis on continue encore à ajouter. Mais jusqu'à quand? Combien il va falloir de bagnoles pour arriver à... je ne comprends pas, parce qu'il y a une exponentielle
formidable de toutes ces bagnoles. On est dans un système de communication, mais qu'est-ce que c'est que communiquer? Il y a l'autre jour, j'ai pris le train, le TGV Paris Montélimar, c'est ma gare de destination, puisqu'en Ardèche, on n'a pas de train. Je suis rentré dans un wagon comble, personne ne se parlait. Et vous savez pourquoi les personnes ne se parlaient? Parce que tout le monde était équipé d'instruments de communication. Mais personne ne se parlait. Donc il faut quand même qu'on décrypte un petit peu toutes ces aberrations qui deviennent des vérités. Moi, je déplore le fait qu'on laisse les enfants aller trop tôt devant les écrans. Parce qu'un enfant, il faut qu'il évolue dans la réalité tangible. Or, maintenant, les écrans mettent les enfants hors de la réalité tangible. Et sur quoi voulez-vous qu'ils se construisent? Sur des chimères, sur le virtuel. Ben, le virtuel ne construira pas un enfant. Et avec même des dégâts qui sont constatés aujourd'hui de plus en plus sur le cerveau humain. C'est que le cerveau humain est de plus en plus délesté de la fonction qu'il a toujours eue pour quelque chose qui se substitue au cerveau et donc qui nous fait rentrer dans ce monde virtuel et où même la mémoire s'amoindrit puisqu'on a un outil pour avoir la mémoire. Une chose simple avant, je prenais un taxi, où est-ce que vous allez, monsieur, etc. Et là. Maintenant, on règle le truc et ça y est, on règle la machine qui va vous emmener là où il faut. Mais alors, où est la partie fonction, vigilance, recherche, etc. On regarde l'écran et puis lui, il vous dit à droite, à gauche, puis c'est tout. Si je dis ça, c'est pas pour dénigrer le fait qu'il faut qu'il y ait du progrès, mais que ce progrès, il doit, à mon avis, être maîtrisé par l'intelligence. Le problème aujourd'hui de l'humanité, c'est que nous avons énormément d'aptitudes, mais pas d'intelligence. Il ne faut pas croire que nous sommes intelligents. Si nous étions intelligents, le monde serait intelligent. Il ne l'est pas. Donc ça veut dire que l'humain n'est pas intelligent. Mais par contre, des aptitudes qui le grisent. Alors on fait voler des avions, on fait des miracles technologiques, et on croit que parce que nous faisons des miracles technologiques dans le monde des phénomènes physiques et autres, ça y est, on est intelligent. Non, c'est pas vrai. C'est quand même pas intelligent de construire des missiles, des bombes atomiques et des fusils, etc. C'est pas intelligent. Voilà. Encore une fois, vous acceptez ou vous refusez ce que je vous dis. Je suis pas là pour vous dire, voilà, c'est ça. Moi, mon sentiment, c'est que l'humanité n'est pas intelligente. Alors du coup, qu'est-ce que l'intelligence? Alors bien sûr, on peut se poser la question sur qu'est-ce que l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est la lucidité. C'est-à-dire, c'est la perception claire et qui nous permettrait, par exemple, de subordonner nos inventions, nos innovations à cette intelligence. Et à partir du moment où c'est l'intelligence qui ordonne nos inventions, l'intelligence va nous dire non, un fusil pas, enfin un missile pas, etc. Et elle va nous aider finalement à faire de ce génie humain, je vais bientôt m'arrêter, c'est ça, de ce génie humain, quelque chose, comment? C'est pour que les gens puissent poser des questions. Oui, mais c'est pas. Vous n'aviez qu'à pas me mettre en route. Vous avez pris un risque. Merci. Et donc voilà, je pense que on pourrait encore beaucoup discuter d'un tas d'autres problématiques. J'ai essayé de consigner dans mes livres un certain nombre de problématiques qui me paraissent des problématiques importantes. Nous venons de publier des carnets d'alerte pour essayer en synthétisant les choses, d'attirer l'attention sur qu'est-ce que la faim dans le monde, la disparition des semences, qu'est-ce que la finance, comment la finance fonctionne. On est en train de travailler sur l'eau, etc. pour, en synthétisant les choses, mettre à la portée de la compréhension et de l'intelligence de tout le monde des problématiques qui sont d'une problématique d'une extrême gravité. Parce que si on ne fait pas ça, donc on est un vide d'information, et ce vide d'information nous rend manipulables.
parce qu'on n'a rien compris. Combien de gens, moi je fais des tests par exemple sur des ouvrages qui ont été pour moi extrêmement fondamentaux et extrêmement intelligents, et ben je vais faire un test. Qui a lu La planète au pillage de Osborne? La planète au pillage de Osborne. Œuvre majeure, publiée en 47, saluée par Einstein, Devoto, Huxley, ce qu'on appelait les grands esprits de l'époque, parce que, qu'est-ce qu'a fait Osborne? Eh bien, Osborne, il a fait un travail sur l'impact de l'être humain sur la planète. Et il a parlé de la planète au pillage, puisque l'être humain est rentré dans un système, il a été sage quand il était simplement dans un ordre premier, qui est le prélèvement nécessaire pour la survie, mais il est rentré dans un autre ordre à partir du moment où il est sorti de la nécessité pour rentrer dans autre chose. Quand on dit la loi de la jungle, non, c'est pas vrai, la loi de la jungle. Je dis souvent, un lion mange une antilope, mais il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains. Le pauvre vieux, il faut bien qu'il mange. Et l'antilope, il faudra bien qu'elle mange aussi. Donc c'est la vie qui se transmet à la vie. Et aujourd'hui, eh bien, il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'éveil à notre responsabilité. Et je pense qu'il n'y a rien de plus confortable que la simplicité. Je le pense vraiment. Et quand je le pense, et on essaye de le vivre. Mais on est pris dans un monde où moi aussi, j'ai une bagnole, moi aussi, même si on est resté longtemps sans électricité, maintenant nous l'avons. Comment se déplacer? Je ne vais pas me déplacer en charrette, il faut bien que j'aille faire, etc. Donc on est pris dans quelque chose qu'on ne peut pas, qu'il est difficile de rejeter ou de résilier, mais il y a toute une frange d'activités, si on en regardons bien, qu'on est parfaitement capable de faire dans cet ordre de la simplicité, de la sobriété, et qui participerait à la restauration de la vie. Je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a des questions. Merci beaucoup. Tu restes là, attends. Attends. Voilà, si vous voulez poser 2 questions, 3 questions peut-être maximum à Pierre, mais rapides, concises, et puis il vous répondra, d'accord? Voilà. Alors il suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est vous avez un micro, vous avez des micros devant, vous appuyez, on vous donnera la parole. Je crois que ça marche comme ça, si j'ai bien compris. C'est bon? Je peux y aller? Oui. Genève. Oui. Pierre, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que petite citadine lambda de Genève pour aller vers quelque chose d'impactant dans ce sens de convergence des consciences et qui, au niveau de plusieurs personnes qui feraient cette chose-là, pourrait avoir un impact, même à mon niveau? Quelles seraient trois idées qui pourraient aller dans le sens de ma petite goutte, de ma contribution à moi? Qu'est-ce que tu peux faire dans? Comment est-ce que je peux contribuer en tant que citadine lambda à améliorer cette situation? Et à concrètement, peut-être, si vous auriez 3 idées que je peux appliquer au quotidien. Moi, je dirais que c'est pas une question simplement de faire quelque chose.
si on est fâché avec quelqu'un et qu'on se réconcilie, eh ben c'est déjà faire beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de fraterniser l'humanité, pas besoin simplement d'action particulière. Et on voit la difficulté la difficulté que nous avons aujourd'hui à recréer une convivialité, disons, bienveillante, une convivialité qui va amener l'humanité à changer par son évolution propre. Parce que c'est certainement pas parce qu'on va, c'est ce que je disais, on peut manger bio et exploiter son prochain. Et donc le problème n'est pas de dire parce qu'on va tous manger bio, parce qu'on va... Non, c'est pas ça qui changerait. Aujourd'hui, la difficulté humaine, c'est que nous ne nous entendons pas. Nous avons des tas de problèmes, des tas de contentieux, des tas de, disons, de rancune et autres. Et si l'être humain ne change pas, rien ne changera. Et on va aller vers la bio, d'accord ? Mais quoi ? C'est pas parce qu'on va manger bio que tout va changer. Alors, on cherche la source du problème. Ben, la source du problème, elle est en nous. Pourquoi nous faisons autre chose que de la bio? Parce que le problème est en nous. Et si le problème n'est pas résolu en nous, on ne peut pas le résoudre dans le système social. Alors là aussi, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Moi, je suis radical là-dessus. Pas de changement société sans changement humain. Ça ne sert à rien. Si on ne change pas l'humain, on ne changera pas la société. C'est mon credo absolu. Et si, dans mon rêve, comme je le vois, il y a de la convivialité, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose qui circule de l'ordre de l'amour et des choses, eh bien, c'est ça qui va changer la société. Après, voilà. Ma conviction propre. C'est pour ça que je suis un saint. Donc, j'ai commencé par être un saint. Bon, je vous demande pas de... C'est dur, hein, de devenir un saint. C'est très, très difficile. Bon. Et puis après, il faut voir que tous nos problèmes sont en nous avant d'être à l'extérieur. C'est qu'on les a en nous et on les exprime dans notre espace social. Et c'est comme ça. Et le changement de moi, connais-toi toi-même, etc. Ce sont les éléments seuls capables de modifier le système humain. Voilà. Vénérable Père Rabbi, Pierre Rabhi, j'aimerais vous féliciter de tout mon cœur pour ce que vous venez de dire. Vous m'avez beaucoup touché. J'ai l'honneur d'être le président de la fondation de Arnold Schwarzenegger, la fondation R20, et j'étais très touché. Et j'étais la semaine dernière au Mali pour rencontrer le président, le gouvernement et les populations sur un projet que nous mettons en place à travers la fondation. Et j'aimerais vous inviter à prendre contact avec notre fondation parce que ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter aux populations locales une solution sur le déchet. Et le déchet en Afrique, c'est plus de 70%, c'est organique. Et l'organique, imaginez-vous, et je l'ai découvert la semaine dernière, oui, et la semaine dernière je l'ai découvert, l'organique est amené d'Europe en Afrique dans l'aide au développement. Et ma question, j'en ai pas, mais je voulais seulement vous dire bravo. Et quand vous dites que les jours sont comptés pour vous, parce que ça diminue, moi je veux juste vous dire, tout ce que vous avez construit était en augmentation dans cette belle économie. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors pour tenter de rentrer dans cette question, j'ai fait une expérience dans les zones sahéliennes de l'introduction de l'agroécologie comme réponse à la faim dans le monde et à les systèmes écologiques. Et j'ai écrit un bouquin que j'ai intitulé «
L'offrande au crépuscule, et qui relate toute cette aventure entre le centre de formation du Nord, l'approche paysanne, etc. Et ce livre a été primé par une académie Sévenol, parce que là, si vous voulez vraiment avoir une description de ce que nous avons proposé très objectivement pour aider les populations du Sud à mieux se nourrir, à mieux gérer leurs environnements, et ben je me fais ma petite pub. Lisez L'offrande au crépuscule, qui est vendue aujourd'hui et qui a été primée par le ministère de l'Agriculture. Voilà. Bonjour, Monsieur Pierre Rabhi. Et merci beaucoup pour être avec nous pour ce moment présent. Je voudrais juste demander si vous avez un message pour le nomade, le paysan tibétain qui protège le gardien naturel du Himalaya, que c'est la protection de environnement pour le monde. Est-ce que vous avez un message pour la culture indigène et pour le peuple qui est menacé par le système qu'on a parlé qui marche pas? Et pourquoi on freine à trouver les solutions alternatives simples sachant que ça marche pas pour nous dans notre détresse, dans notre souffrance de pas avoir les satisfactions tout le temps, pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le Tibet? Merci beaucoup, Pierre Rabhi. Et est-ce que vous voulez aider pour, vous avez dit, il y a le fonds pour le humanisme. Est-ce qu'on peut faire formation et de partage, de collaboration par le paysan tibétain et du Himalaya avec vous, votre principe? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, il faudra que j'ai vos coordonnées pour vous mettre en rapport avec la structure qui s'appelle Terre et Humanisme. Et cette structure Terre et Humanisme est spécialisée dans la formation justement des paysans à l'agriculture écologique. Là, c'est là où il faudra que vous nous laissiez, ou à Caroline, vos coordonnées. On verra ce que nous pouvons faire. Caroline est là. Voilà. Vous lui laissez les coordonnées, puis on verra ce que nous pouvons faire. Merci. Merci infiniment, Pierre. Je crois qu'on pourrait avoir une colonne de personnes qui voudraient venir vous parler et prendre un selfie et parler de son association. Et je crois qu'après cette longue journée, et l'autre raison, c'est qu'arrivé 8 heures, on doit tous nous éjecter. On a loué la salle, mais on a compris qu'il fallait être assez carré. Vous avez vu ça à l'entrée, hein, c'est pas tout simple. Donc on est ravis d'avoir passé ces murs et ces difficultés, et surtout de vous avoir eu. Donc merci infiniment. Merci aussi aux bénévoles. On a eu une 20aine de bénévoles. Et merci pour les interprètes aussi, qui sont là-haut et qui faisaient ça bénévolement. Oui, merci à Connor Martin et Charlotte Wren. Il ne faut pas les oublier dans leur petite cabine. C'est les personnes de l'ombre, et ils permettent la communication. Tout à l'heure, Pierre Rabhi parlait de la communication, la circulation des idées. Donc, on espère que les idées de Pierre Rabhi vont atteindre d'autres horizons grâce à ça, grâce à vous et grâce à eux. Merci. Le chemin de retour est le même que le chemin que vous avez emprunté pour arriver. Donc, très bonne soirée, et on espère organiser quelque chose d'aussi intéressant bientôt. Ça va être dur. Merci beaucoup. Merci. Pierre. Bravo. Bien, merci. Ça s'est bien passé. Là, il t'embrasse. C'est pas une faute. Ouais. Écoute, demain matin 6 heures. Il a mis ça dans un bouquin.